Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici Paris-Île-de-France. Épisode 50 aujourd'hui. Épisode où vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qui lui prend ? Il a pété la cafetière, il a un problème, il a un souci. Normalement, c'est le lundi. La semaine, voilà, il n'y a pas de match, il fait rien, il n'en fait pas de tribune, le père Salomon. Et oui, c'est vrai, habituellement, c'est le lundi. Mais lundi, on a fêté le titre de champion d'Europe. Oui, nous avons fait ça dans ce studio. D'ailleurs, je voudrais remercier Abdelkader, qui travaille au service de Radio France, qui est venu nettoyer le studio. On l'embrasse bien fort. Fan d'Achraf Hakimi, fan du PSG, qui a fait la fête avec ses potes samedi. Et je veux le remercier. On l'a aidé parce qu'on avait tout vraiment nettoyé, mais il y avait des confettis partout. Donc merci à lui. Nous sommes à J+5 de se dire qu'on est champion d'Europe. Oui les amis, nous sommes champions d'Europe. C'est toujours bon de le rappeler et c'est toujours aussi bon de se le rappeler. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais depuis samedi, je suis sur un petit nuage et je ne redescends plus en une centaine d'heures. Alors ça c'est bien, c'est quelqu'un qui téléphone, donc on va l'éteindre. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'une centaine d'heures d'ailleurs, on est en train de planer, on est dans un état second, mais c'est pas grave, c'est tellement bon qu'on n'a pas forcément très envie de redescendre dans cette sensation. En tout cas, moi je me suis dit, on va se faire quand même une tribune parce qu'on a fait la fête bien évidemment lundi, mais il faut quand même qu'on se la débriefe cette finale. Il faut quand même qu'on parle de ce match, de ce chef-d'œuvre de j'ai envie d'entendre des j'aime. Oui, il y aura pas de j'aime pas parce que le premier qui ne sort un j'aime pas, il est viré. La saison prochaine, il y a plus de saison, c'est terminé. T'es un peu le Kanguinli, tu pars, tu restes pas là. Faut pas rester là, monsieur. En tout cas, on va se régaler, on va passer un bon moment et surtout revoir le match ensemble et faire le match ensemble. Je vous propose de vous installer. Une chose est sûre, on est champion d'Europe, bande de petits foufous, et moi je vous l'annonce, pendant 365 jours encore, dans cette tribune, je vous l'annoncerai, nous sommes champions d'Europe, 31 mai 2025, c'est pour qui ? C'est pour nous. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune 100% PSG, on débriefe la finale de la Ligue des Champions gagnée avec maestria par une Manita. Voilà, comme ça. 5-0, tout ça grâce à une équipe qui a été parfaite pendant 90 minutes dans ce podcast. On partira donc sur le j'aime de la finale, parce que oui, pas de j'aime pas. Peut-on parler aussi de chef-d'œuvre absolu pour le Paris Saint-Germain pour cette rencontre ? On parlera aussi de coach Luis Enrique, est-il déjà le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain ? Oui, en à peine 2 ans, mais avec une Ligue des Champions dans le salon, c'est peut-être la question qu'il faut se poser. Et puis, histoire de redescendre assez gentiment de ce que l'on a vécu, on évoquera la Coupe du Monde des clubs. Ça sert vraiment à quelque chose, cette Coupe du Monde des clubs. On va poser la question aux copains, puis on fera un petit point mercato. Oui, je sais, vous dites, mais J'entends la petite voix de Ambre Godillon qui me dit « Mais arrête avec tes débats, on est champion d'Europe !» Non, il faut revenir un petit peu à la réalité, il faut redescendre un tout petit peu. On va se le faire en mode smooth, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. De ça et du reste, on en reparle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. Ils l'ont fait. Le PSG a remporté la Ligue des Champions. Ici Paris-Île-de-France, fier d'être la radio des supporters du PSG. C'est bon ça comme jingle, j'aime bien. C'est pas mal, ça pose un peu le truc. Et avant de vous dire cette phrase que vous attendez tous, parce que oui, normalement, quand débute la tribune, c'est qui compose. Ouais, mais là non, 3 secondes. Je me permets juste 3 secondes. Je voulais vous remercier chaleureusement et affectueusement, vraiment, car depuis lundi, depuis l'épisode 49, on a reçu la bande des centaines, des dizaines de centaines, des centaines de dizaines de milliers, je ne sais pas, mais en tout cas, on a reçu énormément de messages de félicitations, de remerciements du moment que l'on a passé tous ensemble, et vous l'avez bien ressenti, c'était vraiment d'une sincérité extrême cette émission. Alors voilà, via cette intro, je me permets de la part de toute la bande de tribune, alors aujourd'hui ils ne sont que 3, mais normalement dans la conversation WhatsApp, je crois qu'on est bien 25, normalement, on est touché en plein cœur, un grand merci, vraiment merci, sincèrement. Après j'arrête parce que comme on est tous encore un tout petit peu sensibles, les larmes peuvent venir très vite, mais voilà, vous remerciez vraiment 1000 fois pour vos messages. Maintenant, qui compose l'équipe du jour? Alors vous l'avez compris, ma voix est toujours pas revenue, mais on force un petit peu dessus. Avec moi dans ce studio, Alexandre Aflalo et Marc Méchénois, vous le savez, Tic et Tac, c'est ensemble. Salut les gars.
Bonjour. Bonjour. Ah là, vous êtes encore en décalé. Je pensais que t'allais faire 1, 2, 3, bonjour. Toi, t'as fait 1, 2, 3, bonjour. Ouais. C'est vraiment votre duo comique qui est vraiment pas prêt. Salut les gars, bienvenue, journaliste indépendant et on rappelle bien évidemment spécialiste du Paris Saint-Germain. On va en parler. Oui, Marc. Je voudrais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Très bien. Un auditeur de la tribune avec qui j'étais au lycée m'a interpellé à la sortie de la crèche en disant: je te connais, toi, je te vois sur mon ordinateur dans l'émission 100% Tribune PSG avec Bruno Salomon et Romain Bédouc. Donc je voudrais lui passer un bonjour à Mohamed, qui est un auditeur fidèle et qui aime beaucoup le podcast. T'étais avec lui au lycée, il te reconnaît de la tribune? Alors, il m'a reconnu de la tribune et je lui dis, surtout, on était au lycée ensemble, je ne sais pas si il m'a reconnu. Et tout. Voilà. Écoute, en tout cas, ça fait plaisir et je crois qu'on est très nombreux à avoir eu ce genre de message et ça rebondit parfaitement, bien évidemment, à ce que les gens ont vécu et ce que l'on a vécu nous aussi pour ces retours de messages de plein de gentillesse et d'amour et de sympathie. Avec nous, Julien Froment du service des sports de Radio France. Salut mon Jules. Salut mon Bruno. Bienvenue. Il y a un petit reste. Ouais. Il y a un cœur. Magnifique. Reste. Si vous le regardez sur YouTube, bien évidemment, il y a le petit cœur, un petit confetti qui est resté effectivement de notre petite, juste pour la blague. Et après, on va présenter le dernier débatteur. Mais sachez que juste après notre émission, en fait, il y avait une grande réunion avec les responsables des animateurs qui étaient dans ce studio pour se parler. Ils avaient des choses très importantes à se dire à Radio France et donc ils étaient sur un lit de confetti. Bravo les gars, on s'est pas fait remarquer. Voilà, je dis ça comme ça. Non mais c'était top et ils étaient tous morts de rire d'avoir vu un petit peu ce moment que nous avons pu passer. Il est du côté dans le sud bien évidemment. C'est notre Matt Fort à nous du côté de Cagnes-sur-Mer, Nice Matin au foot. Salut mon Matt. Salut, c'est bien que t'aies pu passer à autre chose et ne plus faire appel aux fragiles de lundi. C'est bien de partir avec des gens. Notre grand fragile. Parle pour toi. Hein. Notre grand fragile. plus serein. Et ce qui est drôle, c'est que dans le groupe, j'ai regardé, on est 27, comme le numéro de Driver Pastore. Donc, comme je ne crois pas du tout au hasard, je trouve que c'est un joli nombre. Donc, faut virer personne et rajouter personne. Ou alors, faut faire un switch prochainement. Mais on reste à 27. On reste à 27. On peut en rajouter 60. Ça sera le numéro de Joao Neves. C'est beau. Voilà. C'est pas faux. Là, tu nous annonces que... Non, mais on rajoute. Il dit 87. Ah oui. Donc on rajoute 60 personnes dans le groupe WhatsApp, ça fait Joao Neves. Attends, alors moi je t'explique. 100 heures là, j'ai fait 15 heures de sommeil. Donc t'es gentil, les trucs un peu fins, essaie de me préparer. Ou 24 et on n'a pas de show, tu vois. C'est ça. 60 plus 27, là, Bruno ne peut pas. Voilà. J'y suis plus déjà. J'y suis plus. Voilà, les garçons, on se l'est dit. J'avais envie quand même de revenir parce que quand on a fait cette belle fête dans ce studio et vraiment toutes les émotions qu'on a pu vivre à Munich avec nos amis et à l'antenne aussi, je vous ai dit, il faut quand même qu'on se le débriefe, ce match. Déjà, je vais faire un petit tour de table. Mathieu, combien de fois tu as déjà revu le match? 3 fois. Très bien. Et 3 fois en plus du direct. D'accord, donc ça fait, voilà, donc ok, 4 fois en tout. Marc? 1 fois et demie, on va dire ça comme ça. 1 fois et demie, ok, très bien. Alex? 0. C'est pas vrai. Je ne l'ai pas encore revu en intégralité. Tu n'es pas prêt. J'ai revu des résumés, j'ai revu le résumé plusieurs fois, mais j'ai pas encore revu le match. Et je crois que c'est pareil pour toi, Julien. Ouais, moi, j'ai regardé le grand format. D'accord. Ouais. Et j'ai écouté le grand format aussi. Ah oui. Ici Paris, Île-de-France. Merci. Et qui était d'ailleurs à disposition sur YouTube. Vous n'hésitez pas, bien évidemment, à vous l'écouter, à vous le partager. Pour ma part, j'ai fait ça lundi soir, lundi soir, quand je suis rentré. Et plus rien dans le frigo. Je suis allé me chercher un truc à manger. Puis à minuit, je me dis qu'est-ce que je regarde. Je commence à regarder. Non, mais en fait, le truc le plus important à regarder, c'est de regarder, c'est un kiff. Mais ces lignes de passe, ces positionnements, tout ça. Et donc pour moi, il fait important de faire cette tribune parce que je crois qu'on n'a toujours pas compris de ce qui nous est arrivé quand même du côté du Paris Saint-Germain et de nous, fans de ce club, suiveurs de ce club et bien évidemment de se dire allez, on se pose et on regarde un petit peu. Les gars m'ont fait un super cadeau. D'habitude, je leur demande, vous me donnez votre j'aime, je ne sais pas vers quoi ils vont. Il n'y en a pas un qui a répondu sur la conversation WhatsApp. Parce que pour raconter des bêtises, il y en a, mais par contre, je ne sais pas sur quoi on part. J'attaque donc avec Alexandre Aflalo. Alex, ton j'aime, puisqu'il n'y aura pas de j'aime pas aujourd'hui, de cette finale. Je vous le rappelle. Non. Ah bon, tu auras peut-être, mais tu sais que tu peux être viré. S'il n'est pas bon. Ouais, si, il est bon. D'accord, on verra quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, juste te rappeler, 5-0.
extraordinaire, 5-0. Je pars dans le sens inverse, Seny Mayulu, Kvaratskhelia, Désiré Doué et Achraf Hakimi, et vas-y mon petit, et c'était bon, et c'était beau. Voilà, bref, on a gagné 5-0, on a marqué l'histoire du côté du PSG. Alex, ton j'aime s'il te plaît. Alors je sais que les j'aime les plus évidents vont partir à Ousmane Dembélé, à Désiré Doué, à peut-être à Achraf Hakimi, à Vitinha, qui ont été excellents. Moi, il y a un joueur et il y a une action en particulier que j'ai vraiment envie de mettre en lumière pour évidemment l'ensemble de son œuvre, mais aussi pour une action qui je trouve a très bien représenté l'état d'esprit du PSG sur cette finale. J'ai envie de parler de William Pacho. J'ai envie de parler de ce sauvetage de zinzin qu'il nous fait sur le deuxième but. J'ai été premier degré, très en colère contre Canal+, qui n'est pas remonté jusqu'au dégagement de Pacho. Quand ils ont fait le résumé du match sur le deuxième but, ils sont repartis de 2 secondes après littéralement. Quand on est au stade, on est vraiment juste devant cette action-là. On est juste devant le but du PSG à ce moment-là. Et je vous jure que j'ai été choqué, mais c'est-à-dire que je suis resté bloqué pendant 10 secondes en disant mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Comment il a réussi à foutre sa jambe autour de Nicolo Barella pour dégager ce ballon? Et en fait, je trouve que déjà, c'est une action défensive de grande classe. Au-delà de ça, Pacho a fait un match extraordinaire. Il a fait une saison extraordinaire. Et en fait, ça a juste, pour moi, illustré parfaitement la hargne et l'envie supérieure du PSG dans ce match. C'est-à-dire que les mecs allaient se battre comme des chiens sur chaque ballon. Et ils n'allaient rien laisser passer par un millimètre. Et voilà. Et j'ai quand même douté de savoir si ce but allait être validé ou pas, parce que je pensais vraiment que le ballon était sorti. Et en fait, non. Donc voilà, je voulais juste saluer et honorer William Pacho sur ce match qui a été extraordinaire. Est-ce que c'est finalement, alors pas dire l'acte fondateur de ce match, mais Mathieu, mais parce qu'il s'est passé bien d'autres choses avant ces 20 minutes-là, parce que avant déjà, tout est un peu violentissime au possible. Ouais, c'est clair. Mais effectivement, Pacho, dans ce qu'il fait, il est fantastique de hargne et d'agressivité et aussi de technicité, parce que c'est pas ce qu'on lui a reconnu le plus cette saison, d'être un gars qui est capable de relancer super bien et hyper proprement. Bah, ce qui est vachement dommage pour lui, c'est qu'il fait même pas partie de l'équipe type de la Ligue des Champions, puisque on lui a préféré Marquinhos, alors que quand tu regardes la campagne de Ligue des Champions des deux, il n'y a pas photo. Je crois qu'à part 15 minutes contre Brest, il fait toutes les minutes absolument de la campagne. C'est un joueur hors norme qu'on connaissait peu ou voire pas du tout quand il est arrivé, et qui a mis tout le monde d'accord. Et au final, je trouve qu'il symbolise vachement ce PSG. C'est pas du tout une star, et puis c'est un joueur fiable. Ah, c'est fiable, pas comme la ligne qui vient de craquer. Et puis là, qui te fait... Non, la ligne a craqué, mais t'es de retour. Donc c'est un joueur fiable. Ouais, non, c'est un joueur hors norme et qui symbolise... Ah, il y a des petits soucis. Ouais, c'est un joueur fiable, et puis c'est un joueur presque... qui passe sous les radars, mais qui est exceptionnel, quoi. Ah non, ça c'est clair qu'il est exceptionnel. Juste, je vous invite à voir la vidéo sur les réseaux sociaux de Pacho, qui est le patron en Équateur, bien évidemment. Il a rejoint ses coéquipiers avec la sélection. Il a eu le droit à sa petite aide d'honneur. Il a eu le droit à des petites tapes sur la tête. L'équipe de la Tri, qui a accueilli en héros, bien évidemment, son Équatorien. Premier Équatorien de l'histoire à gagner la Ligue des Champions. Bah oui, c'est vrai, putain, c'est marrant. C'est important. Ouais, Pardon, j'ai dit. Non, mais c'est pas grave. Écoute, On a plus rien à maintenant, foutre. allez, c'est fini. Ça se passe comme ça. Aujourd'hui, ça va aller. Comme vous l'avez compris, j'ai le cerveau qui est à moitié cramé, donc ça devrait passer. Il y a des trucs qui devraient passer. Par contre, si je m'énerve, ça veut dire vraiment que on s'est mis complètement à côté. Les amis, on continue, bien évidemment notre tour de table. Marc, ton j'aime. C'est j'aime d'abord. Attention, c'est un j'aime. Avec un S. C'est ça. Non. Mon j'aime l'idée que ce PSG, tout au long de la campagne des matchs retour, ait eu une telle confiance, et que cette confiance, elle s'est traduite sur le terrain, en fait. L'année dernière, on nous a beaucoup servi on n'a jamais douté, ou on doute pas malgré la défaite. Il y a quand même eu des circonstances favorables dans certains matchs qui ont permis à cette équipe d'avancer dans la Ligue des Champions, et puis au final, on perd de manière très sans saveur en demi-finale. Je trouve que cette année, en fait, cette confiance, elle s'est traduite, et dans cette semaine qui a précédé la finale, Nasser Al-Khelaifi, les joueurs étaient à 200%. Le coach diffusait l'idée il sentait quand même plutôt bien son groupe.
Et je sais pas, quand j'ai revu le match, moi, c'est ce qui m'a frappé, ce qui me frappe sur le visage des gens qui sont sur le banc, qui sont sur le terrain, c'est cette sérénité, cette assurance qu'il y a eu pendant ce match et en fait qui était déjà là pendant toute la semaine et ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner et sans être trop beau, mais sans excès de confiance, mais avec voilà cette assurance de champion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ils avaient diffusé, mais même nous, hein, quand on était au stade, on se disait, c'est pas grave, tu vois, mais ils vont le faire, mais puis bah, si ça passe pas, bah, ils nous ont tellement fait kiffer qu'on acceptera peut-être plus facilement la situation. Et puis en fait, apparemment, de ce que moi j'ai compris, c'est que ça avait été très très bien préparé en fait la semaine, avec un dosage de la part de Luis Enrique et de son staff qui était assez pointilleux, pas trop chargé la barque sur les consignes qui étaient données. Des consignes très précises, mais pas trop, juste. Et en fait, en revoyant le match, tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est un balai, en fait, hein, parce que ça permute beaucoup. Mais quand pars pas trop loin. Je te rappelle que j'ai un petit truc avec chef-d'œuvre. Voilà, mais rappelle-toi, c'est un petit débat chef-d'œuvre. Quand un va dans l'axe, l'autre sait qu'il doit compenser. Et franchement, tout s'organise à merveille. Et franchement, pour ça, bravo, respect. Effectivement, immense respect d'arriver le 31 mai 2025 avec un effectif quasi complet. On met malheureusement Presnel Kimpembe. Il était dans le groupe, effectivement. Mais de voir cette équipe prête, c'est aussi... Sur la saison, c'est des félicitations au staff de Luis Enrique et à Luis Enrique. Je crois qu'on n'a jamais vu ça en fait dans l'ère récente du Paris Saint-Germain, avoir un PSG qui arrive le jour J, le match le plus important de sa saison, presque de son histoire, et qui est à 100% de ses capacités. Et je crois qu'on l'a tous vu, hein, le PSG a gagné. A gagné la bataille du ballon, mais aussi gagné la bataille physique. L'Inter a fait son âge et c'est quasiment 5 ou 6 ans d'écart de moyenne d'âge avec le Paris Saint-Germain. Le PSG a été athlétiquement impressionnant dans les efforts produits. Et ce qui est fou au final, c'est que on l'a vu en 2025, ces prestations-là du PSG. On a vu des matchs du même acabit, mais réussir à le réaliser le moment où tu as le monde entier qui est braqué sur toi, où il y a peut-être la pression qui est la plus intense, parce que à la clé, tu as cette Ligue des Champions à soulever. Franchement, c'est... Voilà, qu'on soit fan du PSG, pas fan du PSG, je pense que tous les fans du foot ont dû se dire c'est fou ce qui s'est passé à l'Allianz Arena samedi soir. Quoi. 350 millions, plus de 350 millions de téléspectateurs pour cette rencontre, rien qu'au Brésil. C'est scandaleux, quoi. Oui, donc c'était KO. Il n'y a plus personne. Ce qui est paradoxal, c'est que là, je regarde les stats du match. L'Inter a parcouru... Alors, ça joue 1 km, mais ils ont fait 111,7 km. Le PSG en a fait 110,4. Mais après, c'est la façon. 60% de possession de balle. Voilà, c'est la façon dont tu cours, quoi. Et en effet, avec la possession de balle pour le PSG, l'Inter a beaucoup couru au final, mais ils étaient cuits, quoi. Il n'y avait plus rien dans les chaussettes. Il n'y avait plus rien, effectivement. Et je vous invite à re-regarder le match. Vraiment, je le conseille. Mais alors, la tête de. Parce que moi, je ne l'ai pas vu, tu vois, mais la tête à 1-0. Juste le 1-0 de Martinez. Il est décomposé, il sait que ça va être un calvaire, il comprend tout de suite que ça va être c'est foutu. C'est assez dingue, ouais. C'est assez dingue. Son visage te dit ton capitaine est comme ça, je pense que parce que lui a compris tout de suite sur le but d'Hakimi. Par contre, en vrai, les deux, Lautaro et Thuram, pendant la première demi-heure, sont pas, surtout Marcus Thuram, ils sont pas dégueulasses du tout. Ouais. Je vous invite aussi à voir la tête de Marcus Thuram, bien évidemment, sur le site de la Fédération française de foot, quand Didier Deschamps demande à ce que l'on applaudisse les vainqueurs, les 5 vainqueurs. Et je remercie le monteur. Je suis sûr que c'est un supporter du Paris Saint-Germain. Je ne vois que ça, mais c'est un supporter du PSG. Ça ne peut être que ça. Mon Mathieu, avec toi, ton j'aime s'il te plaît. Ça va être un peu dans le sillage de Marc. Moi, j'ai beaucoup aimé le travail du staff technique pour la préparation de cette finale, parce que tu sens qu'ils savaient exactement quels étaient les points faibles de l'Inter Milan. Quand tu regardes 4 des 5 buts sont marqués entre le poteau et Sommer, donc ils avaient vraiment visualisé ça comme une faiblesse, et donc ça a été très vite ciblé et très bien exécuté. Au final, entre 8e, quart, demi-finale, on prend aucun but sur phase arrêtée, qui était pourtant notre point faible, et on a rencontré des équipes dont c'était la spécialité, et on a été
très peu mis en danger ou beaucoup moins qu'on pouvait l'être à l'automne. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail de fait et peut-être un regain de confiance à ce niveau-là. Et puis ouais, tu sens que le staff technique avait complètement analysé l'Inter, je sais pas, peut-être toute la saison. Il y avait un déficit physique. L'Inter avait joué le titre jusqu'au bout en échouant. Au final, ils n'ont rien gagné. Ils ont préparé aussi cette finale avec un coach qui va partir. Il n'y avait pas la grande majorité de la Curva qui n'était pas là pour des raisons de boycott. Donc eux, ils avaient Lautaro Martinez, que, je ne sais pas si vous l'avez vu au du stade, mais il y a cette image juste avant le coup d'envoi où il se cache dans son maillot et il pleure. Donc tu as quand même ton capitaine qui est au-delà du fait qu'il n'avait pas joué depuis un mois, tu as quand même ton capitaine qui est dans cet état psychologique, alors que nous, on avait la banane tout le temps, il n'y avait pas de stress, il y avait une sérénité, aucune hystérie. Donc il y a eu vraiment un travail de préparation en amont qui fait que tout le monde est arrivé en sachant ce qu'il devait faire et a parfaitement exécuté le plan. Et au final, tu as assisté à une exécution en règle d'une équipe qui était pourtant finaliste il y a 2 ans, qui avait sorti le Bayern, qui avait sorti le Barça, et ils n'ont jamais existé. Et donc ça, je trouve que c'est un travail exceptionnel de Luis Enrique et de tout son staff. Je veux rebondir sur ce que disait Matt. Je crois qu'il y a un truc qu'il faut absolument retenir et absolument souligner dans la saison du Paris Saint-Germain. C'est vraiment la gestion de l'aspect mental et la gestion de l'aspect psychologique. On sait que le Paris Saint-Germain, on en parlait un peu tout à l'heure, là ils ont jamais douté, alors qu'ils avaient vraiment le monde qui était braqué sur eux et qui attendait une grosse performance. Le Paris Saint-Germain a toujours été une équipe qui a eu un peu des faiblesses psychologiques, qui a eu un peu des fragilités mentales. Et ça, pour le coup, moi, l'une des grosses curiosités que j'avais quand Luis Enrique est arrivé, c'était le fait qu'il arrivait avec son grand comparse de toujours, Joaquin Valdés, qui est, on dit pas psychologue du sport, mais qui est dans les faits, il est psychologue du sport. C'est l'intitulé qu'il a sur le site du PSG. Son psychologue à lui, je crois. En tout cas, voilà, qui a une expertise, on va dire, sur la santé mentale et sur la gestion psychologique. Et je sais plus s'il l'avait dit publiquement, Nasser Al-Khelaifi disait que les joueurs étaient à 200%, mais limite fallait les calmer un petit peu, quoi. Et en fait il y a un peu ce truc de autant sur le physique, il faut le dire, et c'est génial la façon dont le PSG a été géré cette saison, mais surtout sur le mental, c'est-à-dire qu'il y a toujours la jauge était toujours placée au bon endroit, de comment on se comporte, comment on est mentalement, comment on est dans nos têtes, et ça clairement ça a fait la différence. Ça fait la différence dans les têtes, ils étaient autant au-dessus sur le terrain dans les têtes que dans les pieds, quoi. J'appelle Joachim Valdés, je sais qu'il nous écoute bien évidemment dans ce podcast, mais s'il veut faire une espèce de masterclass, on se met tous sur Teams avec les supporters du Paris Saint-Germain du monde entier pour savoir comment on doit gérer nos émotions là depuis quelques jours. Parce qu'on est vraiment pas très bien, mais bon, c'est une sensation très agréable, hein, mais il va falloir quand même qu'on se remette, tu vois, tu peux pas regarder une vidéo, voilà, et de te dire ça va pas du tout, je suis pas bien. C'est vraiment une sensation quand même assez bizarre. Puis d'un coup, tu vois un pote, tu tombes dans les bras. Ah, je suis content. Enfin, bref, tout va pour le mieux du côté de notre côté. Julien, toi, de ton côté, ton j'aime, s'il te plaît. Bon, c'est le j'aime tarte à la crème, mais quel jeune homme. Désiré Doué. The Golden Boy. Ouais, le Golden Boy, ouais, ce que vous voulez. Il est. Non, c'est. En fait, c'est marrant. Je pense que c'est l'incarnation même en fait de ce Paris Saint-Germain dans sa progression et dans ce qu'il est devenu au cours de la saison. Il est arrivé en provenance de Rennes pour un montant sonnant et trébuchant. Je crois que c'est quoi, 60 millions. Presque 60. Il y a des bonus qui se cachent quelque part. Donc, aux alentours de 60 millions d'euros, beaucoup d'attentes. On savait qu'il avait un énorme potentiel, mais la façon dont il a évolué, dont il a grandi au fil de la saison, avec ce déclic un peu comme ses coéquipiers. Je pense que lui, le déclic, c'est Salzbourg, où il met son premier but en Ligue des Champions. Après, ça a été ascendant. Il a fait que monter. Et là, premier but tout court, non? Ouais. Je crois que c'est même tout court. Tout court au Paris Saint-Germain. Et sa finale, c'est le premier Français à claquer. Non, c'est le premier Français premier joueur tout court à être impliqué dans 3 buts dans une finale. C'est d'une justesse, ça passe D. Tu vois en plus sur le premier but, tu crois qu'il va tirer, il ouvre le pied et au dernier moment, il la met à Hakimi. C'est d'une justesse imparable. Sur son premier but, bon, il y a un peu de réussite, mais c'est lui qui va la chercher, la réussite, parce qu'il tente le geste qu'il faut tenter. Et puis le troisième, c'est voilà. Enfin non, franchement, il a fait des efforts en permanence. Il a été juste quasiment tout le match et il a 19 ans, quoi.
Il a juste 19 Et ans. il a 20 ans depuis hier. Ouais, et C'était voilà, son oui, anniversaire hier. pardon. Ouais. Donc, il avait 19 ans. Il avait 19 ans ans au moment de la finale de la Ligue des Champions. Donc c'est une performance rare et voilà, c'est un mec qui est câblé. Alors des fois, je trouve un peu trop, je vais pas dire lisse, tu vois, mais tu sens que dans sa communication, voilà, tout est très 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 carré. Il y a pas beaucoup de mots qui dépassent et c'est bien d'un côté, tu vois. C'est bien aussi, ça évite de dire des bêtises, tu vois. Mais sur le terrain, quelle générosité, quel joueur. Est-ce qu'il vient de. Bah, il a basculé dans un autre monde désormais. Ouais. Parce que non, on ramasse, on fait venir un rookie. On va parler un peu en mode nord-américain, mais tu fais venir avec le jeune à fort potentiel. Et sur la première fois où tu te retrouves en finale de Ligue des Champions, le rookie devient MVP, tout voilà, simplement. devient MVP, sort avec son trophée et casse tout. Le statut qu'il va avoir désormais va être un peu particulier, Marc. Bah, je crois qu'on a enterré le débat Barcola ou Doué en fait. Hein. Ah, tu penses que là, pour. Ouais, je crois. Je crois que c'est. Enfin, C'est après, vrai, c'était un débat. moi, il y a 2 semaines. j'enterre jamais Bradley Barcola. Oui, Il fait ça, on est d'accord. une très bonne entrée en plus. Il fait une bonne entrée. En fait, ce qui est intéressant, c'est son but, là. c'est pourquoi en fait il le choisit lui et il choisit pas Bradley. Je pense qu'il avait vu Luis Enrique, il a vu le match de Lamine Yamal sur Di Marco là à côté droit et chaque fois qu'il allait percuter balle au pied, ça passait. Donc puis surtout en fait. Di Marco, tu t'imagines, demi-finale, finale, il a pris Yamal, Doué, il s'est fait. Ouais, Di Marco, c'était une catastrophe. Ouais. C'est le premier à sortir, mais c'est normal, quoi. Et surtout, en fait, si on regarde bien, il y a un ailier qui est collé à sa ligne et il y en a un qui permute tout le temps. Et dans cette zone-là, ça permute tout le temps. Les mouvements entre Hakimi, Neves, Ruiz, Vitinha dans cette zone-là. Marquis aussi qui vient, il y a Dembélé. Ça devait être la permutation permanente, ça va être un enfer. Et je pense que lui, il est plus polyvalent que Bradley Barcola pour effectuer cette tâche de être à droite, être dans l'axe, revenir un petit peu en retrait. Voilà. Et je crois que c'est ce qui fait qu'il a été titularisé samedi. C'était samedi déjà. C'est samedi, J+5. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu un match, bien évidemment, fantastique, exceptionnel. Je vais me permettre de faire un j'aime, moi, de mon côté. Je vais faire un j'aime parce que c'est un garçon qui, finalement, alors oui, Kvaratskhelia, ça va devenir mon chouchou, il n'y a pas de débat, c'est fantastique. Sa course, après le 4e but, il continue à courir dans tous les sens pour aller défendre, pour pas prendre un but. Enfin, vraiment, l'apport de ce joueur est exceptionnel sur les 6 mois, parce que rappelez-vous quand même que l'état d'esprit du Paris Saint-Germain change, je pense aussi, avec l'arrivée de ce joueur. Je le pense intimement, parce que Paris est devenu plus électrique, Paris est devenu plus agressif, Ousmane Dembélé est devenu comme par hasard plus méchant à ce moment-là. Ouais, l'opération s'amorce quand même au mois de janvier où il n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Ouais, mais il vient mettre... Tu sais quoi, moi je pense qu'aux entraînements, si tu as un mec qui joue le cabot et qui a le même état d'esprit, et je pense que s'il fait ça sur le terrain, il peut pas faire ça ailleurs. Donc, tu vois, il le fait ailleurs, il le fait pendant ses entraînements et tout. Donc, je pense que, mais en tout cas, c'était pas même pas Kvara, parce que même si j'aime les chaussettes baissées sur les mollets, je voudrais juste te dire un j'aime à Vitinha, qui a été exceptionnel sur ce match dans son placement, ses lignes de passe, ses accélérations. On reviendra dans quelques instants sur le 3e but, sur le travail du 3e but. Mais vraiment, en fait, Doué mérite d'être mis en avant, Kvara mérite d'être en avant. Voilà. Mais Vitinha, si lui n'est pas dans cet état d'esprit-là, on ne fait peut-être pas ce match-là, parce que vraiment, il a été exceptionnel. Je sais, vous allez me dire, et Dembélé, vous l'oubliez. Oui, on n'en oublie pas, mais voilà, moi, Vitinha, le cœur du réacteur, est vraiment à distribuer. On s'est rabé sur notre antenne, pesté sur ces derniers temps, parce qu'il jouait en 3-4 touches de balle quelquefois. Là, il est revenu à Vitinha, une touche de balle. Bim, bam, bam, ça part à tout moment. C'était fantastique. Merci, Viti. Moi, je suis assez estomaqué quand même de la liberté que lui a laissé l'Inter Milan. Ouais. C'est exactement. Mais c'est en fait, c'est-à-dire que l'Inter, alors qu'il avait des Cerbères quand même sur le terrain. Non, mais en plus, l'Inter dans sa disposition tactique, on en reparlera un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est quand même hyper dense au milieu de terrain, qui a des mecs assez physiques, un peu des roublards, voilà. Mkhitaryan, Barella et Çalhanoğlu, mais ils ne l'ont pas une seule fois collé au basket. Il avait toujours 10 mètres devant lui pour faire ce qu'il voulait, toucher le ballon, avancer, passer, revenir, machin. Sur le 3e but, évidemment. Il faut revoir la course de Lautaro Martinez sur Vitinha, c'est un scandale.
Non, mais il a décroché. Enfin, mentalement, le mec a décroché. Il sait oui, donc évidemment, match grandiose Vitinha, mais qu'est-ce que l'Inter a foutu pendant une semaine en analyse vidéo, quoi. C'est pas possible, en fait. Ce qui est terrible, c'est que Liverpool te donne à peu près la solution. Enfin, ils l'ont bloqué à Liverpool. Arsenal, ils ont fait la même chose. Par séquence, Aston Villa a fait la même chose au retour. À un moment. Ils lui ont laissé la liberté, il en a profité. Et alors, si t'es mort, en fait. Il a fait des choses exceptionnelles. C'est un match, bien évidemment, magnifique. Cette Manita face à l'Inter Milan, les amis. Peut-on parler, mon bon Mathieu, de chef-d'œuvre absolu? J'entends de ci, de là, qui te disent oui, mais il aurait peut-être fallu, pour parler de chef-d'œuvre, il faudrait la même attitude du PSG, mais avec une équipe qui a plus de répondants en face ou quelque chose qui a plus. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre absolu, tout d'abord? Tu fais quand même, je pense, le meilleur match de ton histoire en finale de Ligue des Champions pour couronner une année où tu fais un triplé. T'en mets 5 avec une équipe qui a 24 ans. Il y a quand même beaucoup de cases cochées pour parler d'un chef-d'œuvre absolu. Certes, l'Inter, c'est peut-être pas sur le CV le Real Madrid, le Barça ou Manchester City. C'était une équipe qui était absolument cramée physiquement, mais bon, qui avait sorti quand même, on le rappelle, le Bayern et le Barça, qui avait fait une finale il y a 2 ans, qui était une équipe qui n'avait été menée que 16 minutes dans cette Ligue des Champions. Et au final, tu sors un match absolument prodigieux. Jusqu'ici, on disait que le chef-d'œuvre absolu du PSG, c'était le match aller contre le Barça, le 4-0, mais qui est toujours entaché par la remontada. Là, tu es sur une finale sèche et puis tu gagnes ta première Ligue des Champions avec le plus grand score jamais réalisé. Je crois même en finale, je crois que Copa Libertadores, UEFA, Coupe du Monde, tu es sur 5-0. Même le Real Madrid des années 50, quand on mettait 7 à Francfort, ça faisait 7-3 au final. Donc pour moi, tu es sur un chef-d'œuvre tactique, technique, collectif absolu. Qu'est-ce qui te marque le plus, Julien, dans cette rencontre en termes justement tactique, ou en tout cas dans le positionnement, dans ce que l'on a pu voir, dans l'expression collective de cette équipe? Qu'est-ce qui te marque le plus? Pour moi, c'est Dembouz, mode sprinter, les yeux renfoncés, et qui harcèle, il n'y a pas d'autre mot, hein. Il harcèle Jan Sommer, et au-delà de lui, en fait, c'est aussi le reste autour de lui, parce que il y a le premier, en gros, ses premiers sprints pour aller gêner la relance, mais derrière, ça suit aussi pour bloquer les lignes de passe. Et Sommer, qui a un jeu au pied, on va dire, assez limité, il a rendu un nombre incalculable de ballons. Et en fait, les 2 premiers ballons, pour votre info, si vous le revoyez le match, les 2 premiers ballons, les 2 premières agressions, là t'es là, ouais. Et l'Inter, à un moment, s'est obstiné au début de match quand même à se dire on va essayer de relancer court, on va essayer de sortir proprement. Et le PSG a annihilé cette relance. Et au final, ça s'est fini par des longs ballons au 8e poteau où Inch'Allah, Thuram ou Lautaro Martinez dévie le ballon. Et même sur ça, sur le 2e ballon, les Parisiens ont tout récupéré. À l'antenne, j'ai dit, chez le PSG, c'est un aspirateur. Ils aspirent tous les ballons. Et tu sens que là, le travail qui a été fait par Luis Enrique, par son staff, ils avaient ciblé, quoi. Ils ont ciblé les points faibles de l'Inter à ce niveau-là. Et puis, quand tu as une équipe qui, athlétiquement, voilà, on l'avait vu. Moi, l'image qui m'avait marqué face à Reims en finale de Coupe de France, c'est la dernière action. Tu as 4 ou 5 joueurs qui courent là quand il y a la faute d'Hakimi. Tu as la 90e, ils font ça, tu vois. Et bien là, c'était du même acabit. Ils étaient tous supérieurs athlétiquement à l'Inter. Et ce qui fait que ça a rendu un match, un match qui rentre dans la légende, quoi. Dans la légende, en tout cas, ce Paris Saint-Germain qui s'impose effectivement. Juste, on rappelle qu'on nous a souvent seriné, tu sais, les entraîneurs. Alors, il y a des coachs qui l'ont dit, le premier défenseur, c'est l'attaquant. Là, en fait, c'est l'expression parfaite de le premier défenseur quand tu vois Dembélé. Ce chef-d'œuvre, toi, tu en ressors quoi? Qu'est-ce qui te vient? Est-ce que tu es comme Julien? Est-ce que Alex? Moi, en fait, j'ai longtemps eu un gros problème avec le Paris Saint-Germain, c'est que dans cette équipe, il n'y avait pas de mouvement. On a eu pendant des années, des mecs qui jouaient en pantoufles sur le terrain, des sénateurs qui restaient bien gentiment à leur poste, qui attendaient le ballon, qui voulaient surtout pas faire du dépassement de fonction parce que doucement quand même. Et ça n'existe plus. Alors j'allais dire, on en a quand même vu commencer à en voir des bribes l'année dernière.
Là, depuis cette saison, ça n'existe plus du tout. Moi, moi, c'est le football qui me plaît, mais je pense que c'est le football qui plaît à tout le monde en fait. C'est le football qui gagne 5-0 en finale de la Ligue des Champions. C'est un football où en fait, il n'y a pas vraiment de poste. Il y a 11 joueurs qui jouent les uns pour les autres. Il y a 11 joueurs qui sont prêts à couvrir tout le terrain s'il le faut. Et surtout, en fait, c'est pas des poulets sans tête, quoi. C'est pas des mecs qui courent n'importe où en espérant tomber sur le ballon. C'est calculé, c'est-à-dire qu'en fait, ils savent exactement où se placer par rapport à où le ballon va retomber, par rapport à où est leur partenaire. Il y a une intelligence spatiale, quoi, qui est absolument dingue. Et en fait, voilà, enfin, il y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que effectivement, enfin. Je pense que c'est pas anodin, même si l'Inter, on l'a dit assez justement tout à l'heure, est fatigué et peut-être un peu démoralisé, arrive en fin de cycle. C'est pas anodin de autant réduire à néant une équipe qui s'est hissée en finale de la Ligue des Champions en étant une des meilleures défenses de la compétition, en éliminant le Barça qui était extraordinaire aussi. C'est pas anodin et c'est vraiment l'œuvre du Paris Saint-Germain. Matt, tu voulais réagir? Oui, je trouve que c'est en fait, même si il y a 40 ans d'écart, mais pour moi c'est le football total de l'Ajax où tout le monde joue partout, tout le monde court les uns pour les autres. Je crois que Dembélé sur la finale, il fait entre 22 et 25 sprints à haute intensité, ça représente quasiment 500 mètres. Enfin, et quand tu prends en écho avec le recul la longue tirade de Luis Enrique sur Kylian Mbappé l'année dernière qui lui dit en gros tu dois être un leader défensif, etc. Tu dois jouer pour les autres et tu sens que l'autre il pipe pas un mot de ce qu'il dit et qu'il n'en a rien à carrer. Et Dembélé, il a fait la finale que Kylian Mbappé aurait rêvé de faire avec ce club et qu'il aurait dû faire parce que là tu es un joueur absolument décisif, impactant. Qui est presque la pierre angulaire du pressing et qui était là pour assassiner les autres, quoi. Et je crois qu'Ousmane il est décisif contre Brest, contre Liverpool, contre Arsenal, quand il rentre. Aston Villa, contre Arsenal et en finale. Donc je crois que personne n'avait jamais été décisif sur 5 matchs de rang, enfin 5 tours de suite en Ligue des Champions. Et puis là, tu étais sur un joueur dont on moquait les qualités. On aurait dit qu'il allait manquer Pierre Ménès dans un couloir il y a 6 mois. Et aujourd'hui, c'est un joueur absolument létal, extraordinaire. Je ne sais pas s'il sera capable de reproduire une saison de cet acabit, mais ce qu'il a produit avec le PSG, à la fois techniquement et puis le leader que c'est un joueur hors norme, quoi. Merci Ousmane, quoi. Merci la moustache. Pardon, on est perdu. On t'aime, tu vois, mais il y a 2 jours, tu nous as Le fait mec a pleurer. dit ça sérieusement. Voilà, et là, tu viens d'assassiner. Mais je la connaissais, tu l'avais déjà sortie en plus avec une dame qui s'est fait voler ses bijoux à Paris. Et là, celle-ci. Pardon, mais tu as complètement raison sur Ousmane Dembélé qui a été merveilleux effectivement sur cette rencontre et cette rencontre. Tu voulais rebondir, Marc, sur Ousmane, mais aussi après je veux t'entendre parce que toi t'es un peu de la team qui dit bon, chef-d'œuvre, pourquoi pas, ouais, bon, mais c'est pas la toile de maître totalement. Non, c'est pas que c'est pas la toile de maître, c'est que c'est pas le scénario qui m'a fait palpiter, mais j'aurais mis plus de tension, tu vois. Moi j'aurais envie de sortir là lessivé émotionnellement en disant mais qu'est-ce qu'on vient. Vous les lessivé. Non, mais parce qu'en vrai à la 20e minute j'étais. Ah mais toi t'as eu, moi à 4-0 j'étais pas prêt. Hein. Non, moi je voulais revenir sur ce que Matt a dit sur ce que Matt et Alex ont dit sur le pressing de Ousmane Dembélé et sur la séquence qui tourne depuis un an sur les réseaux sociaux issue du documentaire sur Luis Enrique. Ouais. Dans laquelle il fait l'entretien avec Kylian Mbappé et il lui dit il faut que tu défenses comme Michael Jordan, comme un hijo de puta. Faut pas le traduire au sens littéral du terme en parce français, que là, on serait dans les gros mots, mais ça veut dire comme un chien, quoi, comme un chien. Et en fait c'est ce que il demande à Kylian Mbappé ce jour-là, c'est exactement ce que fait Ousmane Dembélé en cette fin de saison. Et j'aimerais voir si c'est aujourd'hui, je crois, la conférence de presse de l'équipe de France, si Kylian Mbappé est présent. J'espère qu'un confrère va lui poser une question autour du pressing d'Ousmane Dembélé, des demandes que Luis Enrique lui avait faites. Et ce serait intéressant de voir comment il se positionne par rapport à ça, parce que est-ce qu'il est capable de le faire, est-ce qu'il a envie de le faire. J'aimerais bien savoir s'il est capable de faire ce dépassement de fonction auquel Ousmane Dembélé fait. Et l'autre truc que je voulais dire par rapport à la finale, c'est que
Paris en très grande maîtrise. Il y a quelques séquences où on sent... Moi, j'ai l'impression que Paris ont maîtrisé, mais qu'ils ont une marge de progression qui est tellement encore importante. Notamment dans cette gestion des temps faibles, il y a des moments dans la saison où on les a pas trop vus. Là, il y a des moments où il y avait quelques petites erreurs techniques et c'est là que Vitinha intervient et met le pied sur le ballon. Dans le jeu aérien, on a vu que franchement, regardez le nombre de duels gagnés par Pacho et Marquinhos en première période, c'est pas reluisant. Donc voilà, ils ont encore des axes de progression qui C'est ça qui est sont génial. et C'est fantastique. et c'est tellement fantastique que j'en ai déjà regardé mes billets d'avion pour l'année prochaine à Budapest et l'hôtel, je vous le dis direct. Voilà. Il a déjà regardé. Ouais, mais t'es j'ai regardé. complètement zinzin. Je parlerai pas tarif, tout ça. Je parlerai tarif C'est assez avantageux. une fois ça. que j'aurai réservé. Ça sera beaucoup, je pense, moins cher que Ah bah oui. du côté de Munich où on s'est fait quand même casser la tête. Julien, tu voulais réagir? Non, juste pour refermer la parenthèse du Kicks, quand il a gagné son trophée UNFP de meilleur étranger, il a déclaré que de toute façon ses points faibles, ça restait ses points faibles et qu'il il comptait pas tellement les améliorer et qu'il voulait surtout mettre l'accent sur ses points forts. Donc une pensée amicale pour Xabi Alonso pour la saison à venir. Formidable, te remets surtout pas en question. Voilà. Mais non, mais tu sais que cette séquence est passée complètement. Il a fait ça avec Omar Da Fonseca. On va après plus en parler de lui, mais Omar Da Fonseca. Et cette phrase-là, Je elle l'ai est. pas vu. Tu peux la. Ils lui remettent le trophée de meilleur joueur étranger. Et il vient claquer ça. Alors, ça passe au travers, puisque Ousmane, le titre, machin, etc. Donc, tout le monde s'en fout. Mais il dit vraiment ça. Et il le dit textuellement. Et d'ailleurs, Julie Galab, qui a fait la voix off, elle a dit, quand j'ai entendu l'interview avant, elle est tombée de sa chaise en disant mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et donc, en fait, la phrase, c'est le truc, c'est de dire si j'ai des points forts, j'ai des points faibles. Les points faibles, je peux plus les améliorer. Donc je vais travailler mes points forts pour être encore plus fort. Non mais c'est lunaire. C'est la phrase. Je l'ai pas entendu cette phrase, mais alors pour le coup, s'il y en a bien un qui est un exemple qu'on peut améliorer ses points faibles même à 27 ans, c'est Ousmane Dembélé. Ah bah oui, mais Ousmane Dembélé qui n'arrivait pas à cadrer une frappe. Comme, je reprendrai pas l'action qu'a dit Mathieu tout à l'heure, non, mais qui c'est n'arrivait bon. pas à cadrer une frappe l'année dernière. C'est devenu le meilleur buteur d'Europe. Donc J'ai la phrase, Julien. alors attendez. Il dit bien sûr j'ai des points faibles, on peut toujours s'améliorer, mais ça restera toujours des points faibles. Bon bah voilà. Allez, c'est bon, merci beaucoup. Allez. On s'arrête là. Nous, on est champion d'Europe. On va aller à Budapest l'année prochaine. On est champion d'Europe, en tout cas le Paris Saint-Germain. Il y aura quand même peut-être Barcelone qui devrait être quand même dans le couloir aussi à courir à côté de nous. Ouais, hein. je pense. Ça peut être. Juste, Je pense. là il y a l'euphorie, super, c'est bien, on est bien et tout. Le pisse froid qui arrive. Non mais dans 10 jours, coucher. non, mais dans 10 jours, il y a une Coupe du Monde des clubs. Bon, dans quel état ils vont être, comment ils On va vont y aller. venir. Mais s'ils vont loin, tu pousses vers le 13 ou 14 juillet, je crois que tu as la finale. 13. T'as 3-4 semaines de récupération, t'as Le 13 août. une Super Coupe d'Europe qui À arrive. Houdin. Ta première journée de Ligue 1 est décalée. T'as la Coupe intercontinentale à la fin de l'année. Attention, voilà. Je dis juste attention parce que les cadences. Intercontinental. Ouais, la nouvelle Coupe intercontinentale, ça se joue au Qatar. L'année dernière, ils ont joué au Qatar. Et, On va y retourner le 17, là, tu m'as dit. et dernier point. Alors même si ça ne concerne qu'un joueur, mais quel joueur, t'as la CAN. Ouais, Voilà. Achraf Hakimi. Non mais Achraf Hakimi, il va peut-être faire 2 saisons. Mais on va y revenir parce que je veux rester sur Luis Enrique quelques instants quand même. Et après on parlera de la coupe du monde des clubs. Les amis, Luis Enrique est-il déjà le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain? Celui qui... Oui. Bonjour, oui. Bonjour Mathieu Faure. Bonjour Mathieu. On a eu cette discussion dans la voiture. Mais le mec, il a gagné la première Ligue des Champions du club. Pourquoi tu veux te faire chier avec un débat? C'est. Alors la Coupe du Monde des clubs du coup. Voilà, bref, frère. Il a gagné la Ligue des Champions et il a fait 2 triplés de suite. La première année, il fait demi-finale de Ligue des Champions. Le type, tu lui enlèves Kylian Mbappé, tu lui ramènes 0 €. Vas-y, pas de souci. Je prends Ousmane Dembélé que personne ne voulait. Je t'en fais 30 buts par an. Donnez-moi n'importe quel joueur que personne connaît, ou Yann Pacho qui mange son chewing-gum, vas-y, c'est Thiago Silva. Donnarumma, c'était une passoire, c'est devenu Thomas Price. Franchement, Achraf Hakimi, c'est même plus c'est un joueur hors norme. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. C'est le meilleur entraîneur de l'histoire du club. J'ai même envie de te dire, c'est le meilleur entraîneur de l'histoire de Ligue 1 et il est dans le top 10 des entraîneurs européens. C'est extraordinaire la saison qu'il a fait
avec les joueurs qu'il a sur le papier. On disait qu'il a quand même un milieu de Lilliputien. On disait, mais en Ligue des Champions, il faut de l'impact, de l'intensité. Il l'a voulu. Hein. Voilà, tu pourras jamais réussir. Bah, lui, il est resté dogmatique. Il a dit, moi, je veux des bowlers, je veux des mecs qui savent jouer au foot. Je m'en fous des mecs qui font 1m90, qui mettent des tampons. Virez-moi les Thomas Partey qui font des touches au Stade Français. Là. Donnez-moi des joueurs de foot. Et il est resté droit dans ses bottes dès octobre, alors qu'il était 27e. Il disait, je pense qu'on va aller au bout. Après, c'est facile de regarder la vidéo aujourd'hui quand tu as gagné, mais il était hyper convaincu de ses convictions et de son groupe. Franchement, vas-y, chapeau, meilleur entraîneur de l'histoire. Passe-moi sur les Seattle Supersonics de Sean Kemp pour la Coupe du Monde des clubs. On est chaud, Bruno. Juste quand même, autour de la table, j'ai l'impression, c'est le ressenti, je pense que tout le monde est d'accord avec ce que vient de dire notre Matt. Alors c'est marrant parce qu'avec Marc, on a eu le débat, mais très longuement. C'est un débat avec lequel je suis pas à l'aise, moi. Dans les 10 heures de voiture qu'on a fait au retour. Et pour moi, clair et net, oui. Tu es donc Team Mathieu. Mais Marc a des arguments qui s'entendent. Après, c'est de la contextualisation, quoi. Et oui, évidemment, c'est tout ce que dit Mathieu, c'est logique. Et je suis Alex et Mathieu sur ce qui. Mais dans le contexte, il faut. Enfin, on a quand même eu dans cette RQSI Carlo Ancelotti à la tête du Paris Saint-Germain. On a eu Thomas Tuchel qui a gagné ils n'ont pas réussi. Ouais, mais en fait, ce que je veux dire, alors c'est peut-être que lui a su l'imposer, peut-être que en fait le passage de ces entraîneurs et leur réussite après a permis au PSG d'apprendre comment on gérait un grand entraîneur et ce qu'on devait les prérogatives qu'on devait lui accorder. Mais lui, il bénéficie et il a aussi, je pense, été chercher ce pouvoir. Il bénéficie de conditions jamais données à un entraîneur. Oui, là on lui a laissé les mains libres. Voilà, on lui a laissé. Tranquille. Et enfin, et moi j'ai plein de fois j'ai eu des doutes, je le redis souvent, j'ai des doutes parce que ma jauge c'est le plaisir, est-ce que je me régale et tout, et puis en janvier, un jour j'ai dit ici, je dis oh putain c'est fou, mais le jour et la nuit entre première les. Donc t'hésites encore Non, j'hésite pas, j'ai pas le choix. Il te faut une coupe supplémentaire. Non, mais j'ai pas le choix. Mais c'est bien en fait, pour moi, le football, la réalité, elle est jamais binaire. Il faut toujours lui mettre des petites nuances et il faut quand même dire que, moi, je crois que si Thomas Tuchel, il avait eu les mêmes conditions que lui, que si Carlo Ancelotti avait eu les mêmes conditions que lui, ce Paris Saint-Germain, il aurait été. Si on n'était pas venu lui casser les noix, pour pas dire autre chose, du côté de Reims, pour lui dire on a fait match nul, on n'est pas content. Oui. Nasser à l'époque. Laurent Blanc à qui on impose Serge Aurier, ou Unai Emery qui reçoit des coups de fil avant un match du Real Madrid et qui se cache dans l'hôtel pour ne pas avoir les coups de fil pour ne pas avoir son président au téléphone parce que Thiago Silva n'est pas titulaire en fait. Ça n'arrivera plus jamais en fait. Ah oui, c'est ça. En fait, Luis Enrique il bénéficie de j'ai envie de dire presque la seule version intelligente, mais sans être grossier, de Nasser, dans le sens où il lui a foutu la paix et il a compris qu'être hyper intrusif dans un domaine qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas forcément, c'est pas pour lui. Et c'est vrai que là, je rejoins Marc, qu'il a bénéficié. En fait, le club a appris de toutes ses erreurs et ils se sont dit, pour une fois, on va laisser le coach œuvrer dans ce sens, on va lui donner du temps, on va pas lui mettre une pression bête, on va laisser le coach demander les profils de joueurs au directeur sportif qui va les choisir, c'est plus le président qui va faire plaisir à tel agent, on va lui donner du temps, etc. Donc il a pu bénéficier de toutes ces circonstances favorables et à côté de ça, lui, il a fait un travail exemplaire. Et peut-être que si Luis Enrique était arrivé à la place de Tourelle et Tourelle à la place de Luis Enrique aujourd'hui, chacun aurait bénéficié du travail de l'autre, mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce de calme et d'absence d'hystérie autour du club qui n'était jamais arrivé avant et qui a fait un bien fou à tout le monde, y compris à nous, parce que nous, on peut dire ce qu'on veut, mais la semaine dernière, moi, je trouve qu'on a passé une semaine relativement sereine, alors qu'on allait jouer une finale de Ligue des Champions, là où avant, on se bouffait les ongles et doigts de pied juste pour un 8e de finale contre Valence en février. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Marc, pour ça, il a raison. Je trouve qu'il a amené une sérénité autour du club. Et il y a un autre truc. Moi, je pense que Nasser Al-Khelaifi, il n'a pas simplement que pris du recul pour éviter les interférences. Il aide. Il faut rappeler quand même qu'il est la pierre angulaire de l'arrivée d'Ousmane Dembélé. Au mois de novembre, quand c'était un peu crispant avec les joueurs qui avaient un manque de compréhension, il a aussi, avec Luis Campos, participé à rebattre les cartes et à faire en sorte que le PSG retrouve sa dynamique par le dialogue et voilà, il a le bon positionnement. Alex. Ouais, très brièvement, c'est vrai que même au-delà de Luis Enrique en lui-même, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi le staff qui travaille le mieux
qu'on a eu de l'RQSI, et donc très probablement de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, les blessures, ça a été admirablement géré, les états physiques, les égos, etc. Et le mental, c'est-à-dire, en fait, c'est un cocktail de tout ça, c'est la vision de Luis Enrique, mais aussi toutes les personnes dont il s'est entouré. Parce que pour le coup, c'est vrai que Ancelotti, Tourelle, Emery, etc., il y a toujours eu aussi des petits pépins, des petits soucis, des petits trucs qui ont été un peu moins bien gérés. Sans doute par rapport au contexte, mais enfin voilà, en fait c'est un tout, c'est vraiment un tout qui fait autour de Luis Enrique que c'est vraiment le numéro 1, indiscutable. Je ne sais pas. Alors, vous savez, mon amour pour cette histoire-là, mais j'ai l'impression qu'on est parti pour des années. Et en plus, vous allez m'arrêter peut-être. Là, je me retourne vers toi, Julien. Et après, on fera un mini débat sur la Coupe du Monde des clubs. Et vous savez quoi? On se refera une tribune la semaine prochaine. Pas de problème. Je vais remettre ça et on aura l'occasion de tacler et de faire des points mercato. Mais j'ai l'impression qu'on est parti pour un sacré cycle. Moi, ça me fait penser, je vais vous dire, dans l'histoire du foot, il y a Bill Shankly à Liverpool qui, pendant 20 ans, tient ça. Et il travaille avec Bob Paisley. Parce que je pense qu'en fait, il faut bien qu'on retienne Raphaël Paul dans l'histoire. Parce que j'ai bien l'impression que lui est en train de se former, de se préparer. Et que si un jour Luis Enrique lâche, on aura peut-être même la suite avec le nôtre. J'ai l'impression qu'on est parti sur un PSG. Non, peut-être que je m'emballe. Je sais pas, parce que tu sais, avec ce type d'entraîneur, tu peux vriller à tout moment, même si lui, bon, il est. Et là, j'ai l'impression qu'il est bien structuré, et qu'il se plaît, et qu'il a toutes les conditions qui sont réunies, un camp d'entraînement qui est à la pointe de la technologie, des conditions de travail parfaites, un staff élargi. Vraiment, voilà. En effet, il a toutes les conditions idoines pour bien travailler. Et là, on en a eu la preuve avec cette saison tout bonnement incroyable. Mais après, on ne sait jamais. Hein, tu sais, il suffit qu'il y ait un désaccord. On squ'il comment ça marche, les grands clubs. Hein. Oui. Regarde, le Real, tu vois, Ancelotti, il a gagné des Ligues des Champions avec le Real. Et dès qu'il y a un petit coup de moins bien, il se fait torpiller, il se fait virer comme un malpropre. Donc, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est plutôt comment, au-dessus de Luis Enrique, ça va réagir quand ça ira moins bien, tu vois. Comment Nasser va réagir, comment à Doha ça va réagir. Je pense que c'est là le vrai, tu vois, le vrai, ce qui fera la différence sur en fait le fait qu'il reste longtemps ou pas longtemps au PSG. Après lui, là comme ça à l'instant T, il a aucune raison de se dire je vais partir l'année prochaine, tu vois, Luis Enrique. Mais je pense que c'est plutôt ça qu'il va falloir surveiller parce que ça va vite. Hein. Il suffit que l'an prochain le PSG, ok super, ils ont gagné la Ligue des Champions, mais imagine s'il faut sortir en phase de ligue ou en barrage. Comment tu réagis par rapport à ça, tu vois? À voir. C'est des questions, non, mais c'est des questions à se poser. C'est des questions à se poser, tu vois. Moi, je pense qu'il a un crédit. Il a un crédit en fait. Cette Ligue des Champions, cette saison, on lui a donné un crédit. L'année prochaine, tu vas être dans un contexte très particulier, très chargé encore, année de Coupe du Monde, sortie de Coupe du Monde des clubs, Coupe intercontinentale, Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est. Enfin, tu vois, c'est aussi des raisons qui. Il l'a annoncé d'ailleurs, pardon de te couper, Marc. Il l'a annoncé. Il a dit la saison va être compliquée. La Ligue 1 va être très dure. Ouais. Il nous l'a annoncé en fait. Mais parce que je pense qu'en fait, ils vont la dropper un peu au début. Ouais. Ils vont jouer les gros trucs. Non, mais il faut qu'ils se préparent, il faut qu'ils aient une montée en puissance. Donc peut-être qu'en fait, tu te donnes un peu moins pour pas te péter d'entrée, parce que tu ne seras pas en capacité physique d'être tout de suite à fond, et puis qu'il faut que tu montes step by step. Donc tu vas peut-être pas faire jouer tes têtes d'affiche tout de suite. Et bien justement, la prochaine compétition, on n'a même pas le temps de profiter. Déjà, les gars, tu les vois en sélection, ils ont pris l'avion. On a vu des vidéos de gars qui ont croisé Marquinhos le lundi. Il n'a même pas eu le temps de passer un petit peu de temps avec sa famille et de profiter de tout ça. Et il fallait déjà rentrer en sélection. Et après, derrière, il y a la Coupe du Monde des clubs, on rappelle, dès le 15 juin. Le Paris Saint-Germain qui va affronter l'Atlético Madrid. Après, ce sera Botafogo. Et ensuite, derrière, ce sera Seattle. Pour la phase de poule, de la poule B de cette Coupe du Monde des clubs. C'est une nouveauté, c'est la FIFA. C'est bien sûr une association caritative. Hein, c'est vraiment un moment de fête et de partage loin là-bas aux États-Unis. Mon bon Alex, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que là, on n'est pas en train on part pas complètement en banane et se retrouver avec ce genre de compétition qui va nous claquer les joueurs? Moi, je me souviens qu'on avait eu un débat il y a quelques mois dans cette tribune. Loïc qui était autour de Loïc Tanzi de l'équipe évidemment qu'on salue, et je me souviens que lui avait cette logique assez froide de dire de toute façon c'est les mecs les mieux payés au monde, les mecs les meilleurs du monde. À un moment donné, c'est normal qu'ils aient des cadences comme ça et qu'ils enchaînent les matchs tous les 3 jours. On va quand même pas s'en plaindre ou les plaindre. C'est un argument que je peux tout à fait entendre, et quand on a autant d'argent qui est mis autour de la table et autant d'enjeux autour de la table,
table, c'est quelque chose qui est tout à fait entendable. Maintenant, moi, je pense aussi que, en fait, si tu veux préserver un peu ton spectacle et si tu veux préserver un peu ton produit, tu peux pas avoir des compétitions en permanence à l'année, 365 jours par an. Là, cette Coupe du Monde des clubs, moi, le format d'avant était très bien. Tu n'avais pas besoin de rajouter 45 équipes, de demander à l'Arabie Saoudite 1 milliard pour faire ça, etc. Ça rajoute des matchs pour rien, une compétition pour rien, et en fait, les mecs vont arriver cramés. C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète. Julien, après Mathieu. Oui, d'un point de vue sportif, on peut se demander s'il y a un réel intérêt. C'est la toute première édition. Il y a trop de matchs. Là, le PSG, je crois, ça sera son 58e match. 58e match, je crois, le premier match de cette Coupe du Monde. Après, d'un point de vue image, je pense que c'est un peu la tournée des Beatles, quoi. Ils vont arriver quand même au pays de l'oncle Sam avec la coupe aux grandes oreilles en disant bah voilà, c'est nous, on est les champions d'Europe. Les premiers champions d'Europe. Et je pense que d'un point de vue bassement économique et marketing, le Paris Saint-Germain pour eux, mais ils l'ont soutenu. C'est pour ça qu'ils l'ont soutenu. Ils sont à 10 000 parce qu'ils savent que en termes de marché, le marché américain, nord-américain, sud-américain, là. Pour eux, c'est une aubaine, mais inestimable. Ils l'ont soutenu, ils étaient très heureux d'y aller. Et c'est pour ça, quand les questions étaient posées à Luis Enrique cette saison, qu'il s'est bien gardé de critiquer le calendrier très chargé. Matt, pour terminer, et alors juste un truc. Il y en a un qui me fait des signes dans le studio, c'est le copain. C'est le copain Marc qui me dit on n'a pas parlé du maillot avec l'étoile. Non, le mercato. Ah, le mercato, mais t'inquiète pas. Mais le mercato. Petit point très rapide. Ouais. Mais parce que tu sais qu'après il y a une info, il y a une actualité, il y a une actualité quand même. D'accord. On va en parler tout de suite. Matt, en 10 secondes sur la Coupe du Monde des clubs parce qu'il a une info à nous donner sur le mercato. Je voudrais faire un point avec des détails. Dis-nous. C'est de la merde. Voilà. Tu vas jouer en Californie à 14h après 60 matchs contre Seattle Sounders où personne ne sait citer un joueur. Tu as juste Ryan Kent qui vient d'Angleterre parce que avec Alex, on a joué avec lui sur FUT. Tout à fait. Mais franchement, moi, je trouve ça un peu triste. Tu sens vraiment que c'est fait pour le pognon, pour le marketing et tu vas flinguer les joueurs et tu vas en plus contaminer notre prochain début de saison et ça me fait un peu chier ça. Voilà, ça c'est fait. Il nous fallait quelques gros mots, mais c'est bien. Je suis assez d'accord avec toi pour là-dessus. Marc, très rapidement, point mercato et après semaine prochaine, on refera une émission. Ne vous inquiétez pas. Point mercato. Un défenseur est en approche. En approche, je ne sais pas s'il va arriver dans les jours prochains. C'est en tout cas l'objectif du club. Son nom, c'est Ilias Arbani. Ça a été, les discussions ont été révélées hier par RMC Sport. On en avait déjà parlé ici il y a quelques mois. C'est une des priorités. C'est la priorité du club au poste de central droit. Il est d'origine ukrainienne. Il joue à Bournemouth. Luis Enrique est fan du joueur. Sa nationalité ukrainienne on pourrait penser que ça pose des problèmes parce qu'il y a Matvei Safonov qui est russe dans l'effectif. C'était l'un des arguments qu'on nous avait donné. C'était une problématique qui était avancée et qui avait un peu refroidi le dossier lors du dernier mercato. Le fait est que en fait, le PSG a insisté et que ce problème semble plus être d'actualité aujourd'hui. Si le PSG a poussé, c'est vraiment que Luis Enrique adore apprécier le joueur. Je suis pas sûr, je pense qu'il y a déjà eu des échanges d'ailleurs entre le joueur et le coach. Le prix fixé, c'est plus de 50 millions d'euros. Il n'y a pas de clause, contrairement à ce que a dit Nuchen, qui a signé au Real Madrid il y a 2 semaines, qui était son partenaire en défense centrale. Il n'y a pas eu d'offre. Il y a simplement des discussions évidemment sur les chiffres pour prendre connaissance des conditions et éventuellement de ce que peut faire le PSG. Mais pour le moment, il n'y a pas d'offre écrite. Voilà. Et ben voilà, c'était l'information point mercato et je vous promets qu'on fait un point mercato pour la semaine prochaine. Les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors les amis, là c'est très visuel, c'est comme d'hab, mais vous savez, on est sur YouTube et en fait, il y a notre ami, la maison Potier, Fabrice Potier, qui est donc le champion de France du pain au chocolat. Fan du Paris Saint-Germain, il nous a fait passer les pains au chocolat avec l'étoile et en rouge et bleu. C'est absolument énorme. On va donc les goûter dans quelques instants.
Je vous ai évité les bruits de miettes et les craquements parce que j'avais déjà mon Marc Méchénois qui voulait manger, bien évidemment, les pains au chocolat. Donc on va se les manger. Merci infiniment Fabrice de la Maison Potier à Marcoussis. Voilà, donc merci beaucoup de ce beau cadeau. On va se croquer ça dans quelques instants. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci à Alex, merci à Matt, merci à Julien, merci à Marc. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera peut-être pas lundi. C'est férié, laissez-nous souffler 3 secondes. Je vais essayer de rattraper un peu des heures de vie et on se retrouve bien évidemment mardi ou mercredi prochain pour une tribune. Merci à toutes et à tous et on se dit à la prochaine. On débranche cette émission.